Et bonjour petite fougère de YouTube. Nous sommes sur un nouveau live de lecture de sciences humaines et sociales. Nous en sommes probablement au dernier live de lecture de sciences humaines et sociales sur Emmanuel Bobatti, transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Il nous reste à peu près une trentaine de pages, ce qui est déjà beaucoup trop. Voilà, il y a déjà beaucoup trop. Mais on va essayer de pousser vers la fin, vraiment, parce que c'est pas bien. Ça n'a pas été bien jusqu'à présent. Je vois pas pourquoi d'un coup ça serait très bien. Je pense que ce sera toujours mauvais. Mais il faut bien finir de lire cet ouvrage pour bien expliquer pourquoi le transmatérialisme pose problème. Pourquoi est-ce que le transmatérialisme, ça ne permet pas une vraie compréhension du monde, et qu'est-ce que surtout ça va engager comme bagage réactionnaire, on va dire, à plus d'un niveau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au revoir le bot, bisous. Tentative d'un bot, mais en fait non, bisous. Distinction de genre et de classe. Plusieurs types de distinctions adviennent dans l'espace social. Occupant les positions de genre les plus légitimes, les conformes se distinguent des personnes qui portent des conceptions du genre plus alternatives. Ces conformes sont, pour beaucoup, des individus qui ont initialement été socialisés comme des hommes. Un tel résultat fait écho à l'enquête Contexte de la sexualité en France, CSF, dans laquelle il apparaît que les hommes croient davantage que les femmes à une différence naturelle entre les sexes. On se demande bien pourquoi, tiens. L'approche dominante du genre, celle qui différencie deux et seulement deux catégories, est avant tout défendue par des personnes qui sont des hommes ou qui, dans le cas des trans, ont été longuement éduquées au masculin et sont devenues des femmes. Ce sont surtout des MTF ayant transitionné tard dans la vie que l'on trouve parmi les conformes. Le fait d'avoir été bien intégrés socialement avant leur transition les incite en quelque sorte à rester dans les clous, sachant par ailleurs que les personnes trans tendent à devenir plus conformes au fil de leur vie, comme les personnes cis. L'âge avancé des femmes trans ayant fait famille favorise ainsi leur conformité à un schéma traditionnellement binaire. Celles qui changent de sexe plus tôt adhèrent moins à ce modèle et se montrent plutôt stratèges. Bon, là il y a un présupposé qui encore une fois est fait un peu rapidement, notamment parce que comme travail de référence il y a l'enquête Contexte de la sexualité en France qui, je l'ai déjà indiqué un certain nombre de fois, est un petit peu discutable, hein. Sur la manière dont c'est fait, sur la quantité de personnes qu'il y a derrière, etc. C'est pas très solide en fait. C'est pas très solide, c'est un petit peu beaucoup biaisé. Donc du coup, venir derrière établir un certain nombre de choses comme étant des espèces de vérités d'ordre général, des réalités qui sont, et puis c'est tout, ben c'est bancal quoi. C'est très bancal. Vraiment, il y a un problème, encore une fois, qui est très récurrent dans ce livre, c'est de partir sur un truc et en faire une généralité comme si c'était comme ça et puis c'est tout. Mais je suis désolé de vous le rappeler, les sciences, ça ne marche pas comme ça. Les sciences, c'est une multiplicité d'études qui sont utilisées, qui sont les plus larges possibles, qui sont réutilisées, qui sont reproduites, qui sont retestées, etc. Tu peux pas juste te contenter de faire une étude viteuf, qui a été fait encore une fois dans un contexte qui est particulier et qui n'est pas forcément idéal, encore une fois, et derrière, baser tout ton travail là-dessus en mode « Ah bah si, voilà, c'est comme ça, c'est une réalité pure, envers et contre tout ». Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, il y a un truc qui est dit qui me laisse un peu perplexe, c'est-à-dire que d'un côté, le fait qu'on sait que les hommes croient davantage que les femmes, qu'il y a une différence naturelle entre les sexes, oui, on le constate par une multiplicité d'études, pas juste celle qui a été là mise en avant, contexte de société de France, en France. On sait qu'effectivement les hommes ont une plus grande tendance à des conservatismes, pour des raisons évidentes, hein, qui sont la construction sociale masculine, qui consiste à dire que, en gros, les hommes dominent et c'est comme ça, c'est naturel. Donc on sait qu'effectivement, ça se transmet derrière et ça va conformer, ça va pousser à un conformisme. Mais au-delà de ça, quand tu viens derrière rajouter que finalement, c'est les femmes trans qui sont les plus conformes, alors que les hommes trans ne le seraient pas, sachant que dans le livre, ça a été déjà explicité que c'était notamment la logique que les hommes trans ne participent pas au patriarcat parce qu'ils ne vont pas faire des boys clubs, etc. Et qu'on sait que c'est faux, en fait. On sait que ça ne marche pas comme ça. On sait que là, malheureusement, c'est une croyance de la part de l'auteur qui est convaincu de ça, mais qui se base sur rien, vraiment, qui est éclaté au sol. Je suis un petit peu très... comment dire ?
un petit peu très sur le cul de voir avancer que les femmes trans se conformeraient plus que les hommes trans. Je suis un petit peu perplexe, quoi. Après, par contre, il y a des éléments qui me choquent pas trop. Le fait que, par exemple, ce serait notamment avec le passage du temps, et notamment plus particulièrement quand on est dans des conditions de vie, on va dire, très binaires, genre, voilà, faire une famille, une vie de famille, ouais, ça m'étonne pas trop que ça pousse son conformisme. Mais, encore une fois, bah, comme tout ça se base seulement sur une étude, qui est un petit peu beaucoup discutable, bah, c'est pas très solide, quoi. C'est pas très solide, quoi. Je reprends. Parmi les stratèges, on trouve beaucoup de MTF qui sont transitionnés jeunes. En raison de leur âge, ces femmes trans sont souvent précaires lors de leur changement de sexe, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2. Or, les praticiens et les juges exigent des trans qu'ils fournissent des preuves de leur bonne insertion sociale en tant qu'hommes ou femmes, selon leur sexe de destination, avant de leur accorder l'accès aux modifications corporelles et aux changements d'état civil. Ces MTF, ne pouvant remplir ce critère, elles n'ont d'autre choix que d'élaborer des tactiques de contournement des protocoles pour parvenir à leurs fins. Ainsi, elles consultent les associations pour y recueillir des conseils auprès de leurs pairs, dans l'optique de servir le bon discours aux juges et aux psychiatres. Bon, ça aussi, je suis toujours un peu perplexe, dans le sens où il y a toujours cette volonté de dire que les femmes trans sont forcément plus jeunes, etc. Je suis pas forcément convaincu par ça. Il y a peut-être des différences, effectivement, et encore une fois, comme tout le problème, c'est que là-dessus, on est sur une vision qui est basée sur des études qui sont extrêmement peu nombreuses, extrêmement peu de qualité. Bah, est-ce que c'est vrai, pas vrai, voilà, c'est un peu le souci, quoi. C'est que quand vous avancez, et qu'en fait vous avancez sur certains points grâce à un truc qui est extrêmement bancal, bah, ce que vous avancez en est du coup de fait extrêmement bancal aussi. Donc bon, j'avoue être toujours un peu perplexe sur cette vision du monde, voilà, genre les femmes trans seraient forcément jeunes et seraient plutôt forcément dans des visions stratèges, etc. Enfin, il y a beaucoup ce côté-là qui ressort de l'ouvrage, et vraiment, je suis là en mode... Né. Attends, mais il disait pas le contraire plutôt, que les femmes trans étaient plus âgées? Non, il disait qu'en fait, tu as deux grosses catégories de femmes trans. Tu as les femmes trans qui transitionnent en étant très jeunes, et tu as les femmes trans qui transitionnent après toute une vie, généralement, même de famille, etc. Et que, par contre, c'était moins le cas avec, du coup, les hommes trans qui, eux, allaient faire une transition plutôt à l'âge moyen. Voilà. C'était ça, en gros, l'idée. Les femmes trans, il y a deux grosses catégories. Les hommes trans, il n'y en a qu'une. Les femmes trans, il y a une catégorie très jeune, une catégorie plus âgée, beaucoup plus mature. Et les hommes trans, bah, c'est au milieu. Voilà. En gros, c'est ça qu'il disait. Les femmes trans, la grande moitié fait ça au niveau de l'adolescence. L'autre moitié fait ça plutôt vers les 40 ans. Et il disait que du coup, les hommes trans, eux, c'était plutôt vers la vingtaine. Voilà. En gros, c'était ça le propos qu'il avait. Évidemment collé avec tous les autres trucs qu'il nous dit. Donc que par exemple, les femmes trans, en fait, elles manipulent. Que les femmes trans, elles utilisent notamment tout leur bagage, on va dire, et leur cheat code d'être genré homme à la naissance pour contourner et utiliser le patriarcat à leurs propres intérêts. Là où évidemment les pauvres hommes trans, eux, se faisaient avoir parce qu'ayant été genrés femmes à leur naissance, et elles n'avaient pas les codes sociaux et du coup ne participent pas au patriarcat et le subissent à double niveau parce que notamment les méchantes féministes venaient les attaquer. Voilà, c'était ça tout le propos qui nous sortait. Donc là, le coup encore une fois qui ressort que les femmes trans seraient plus stratèges, il y a toujours ce côté un petit peu de elles viennent manipuler, etc. qui en ressort. Bon, personnellement j'appelle ça de la misogynie. Voilà, entre vous et moi, le côté de venir dire systématiquement les meufs, que ce soit des meufs trans ou pas, ce sont des personnes qui manipulent, ce sont des personnes qui sont stratèges, etc. Et flemme, hein, j'ai autre chose à foutre. Hein. Alors c'est bien? Non. Bonjour Fred. C'est pas bien, c'est toujours pas bien. Hein. C'est toujours pas bien. Là on vient de entamer donc une partie de la lecture, c'est pas exceptionnel, c'est pas encore le pire qu'on a lu, c'est que le début. Mais c'est pas bien, hein. C'est pas bien. Hein. Voilà. C'est... Bon. Bref, comme d'hab. Du coup, je reprends. Donc ce constat à propos des trans rejoint un certain nombre de travaux sur les femmes. Dans une logique plus ou moins stratégique, ces dernières peuvent adopter des comportements virils pour s'en sortir dans le champ de la masculinité
Où le champ de la masculinité est la condition de la reconnaissance. J'ai un cheveu, attendez. Ah! Oui, parce que j'ai des cheveux qui ont vachement poussé, en fait. Attendez, je vais vous montrer un truc. Ah, mais oui. Ah non, la caméra, elle est déconnectée. Pourquoi la caméra, elle est déconnectée? Tu te fous de ma gueule? Ah! Bon. Je voulais vous montrer ma tête parce que j'ai fait pousser mes cheveux, mais en fait, non. Parce que la caméra a décidé qu'elle était pas là. Tant pis! Des os, pas des os. Voilà, vous ne me verrez pas. Bon, bah la caméra, elle est portée absente. Mais du coup, j'ai des cheveux qui sont vachement plus longs. Enfin, évidemment que d'un côté, puisque j'ai une side cut. Hein. Mais bah, le côté qui est vachement plus long, du coup, ça fait que j'ai des cheveux qui rentrent dans la bouche et c'est chiant. Voilà. C'est une complication de la vie quand on a les cheveux longs. Dis-moi que t'as un problème avec les transfèbes sans me dire que t'as un problème avec les transfèbes. Hein. Non, mais c'est Emmanuel Bobati. Voilà. Pour rappel, produire la transmisogynie, c'est produire de la misogynie et servir en priorité le patriarcat. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai tout de suite dit que c'était de la misogynie. C'est vrai que j'ai pas spécifié d'abord l'étape transmisogynie, mais évidemment que cibler à chaque fois les femmes trans pour dire qu'elles sont manipulatrices, etc., c'est de la transmisogynie. Mais le fait est que, comme l'a dit Fred, et elle a parfaitement raison, la transmisogynie, c'est tout simplement de la misogynie. Hein. C'est spécifique à la catégorie des femmes trans, mais ça reste de la misogynie. Et donc, in fine, ça ne sert qu'au patriarcat, encore et toujours. Donc bon. Ne mangez pas les cheveux, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Je reprends. Ce phénomène est bien observable dans certains domaines professionnels masculins, comme par exemple la chirurgie ou les métiers de l'ordre. Des métiers masculins? Explique-moi que tu n'es pas misogyne. Enfin, explique-moi que t'es misogyne en ne me disant pas que t'es misogyne. Vraiment, le coup du... Ce phénomène est bien observable dans certains domaines professionnels masculins. Ah. Ok. Très bien. Il y a aussi une situation qui me chafouine, ce sont les femmes qui ont transitionné depuis longtemps, qui ont un passing à minima pratiqué depuis longtemps, et qui se rangent du côté des cis, donc dénigrant des personnes encore en transition. Et d'un autre côté, je comprends aussi qu'au bout d'un moment, ça les saoule qu'on les ramène à leur transition, comme les actrices qui souhaiteraient enfin avoir des rôles d'actrices cis. Bah oui, ça se comprend. Mais en fait, le problème là-dedans, c'est principalement de vivre dans une société qui est patriarcale, qui est oppressive, etc. En fait, c'est ça qui produit ces comportements-là. Tant que tu remets pas en question ces fonctionnements-là, en fait, tu ne peux que avoir ce genre de moves qui vont apparaître. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça excuse les moves. Voilà, mais le constat est que c'est un problème systémique. Quoi. Donc, ça fait suer. Voilà, concrètement, ça fait suer. Je reprends. Une telle logique ne se contente cependant pas au domaine du travail. Comme le développe Nicole Claude Mathieu, la conjugalité aussi peut amener les femmes hétérosexuelles à défendre un modèle de la différence des sexes dont la remise en cause serait trop douloureuse après avoir tant sacrifié au profit du conjoint. Cependant, comme le formule très justement cet anthropologue, céder n'est pas consentir. Avoir l'air de se conformer à certaines normes ne signifie pas que l'on y adhère. Et c'est là, les stratèges sont moins éloignés que les conformes du groupe des non-binaires. Les non-binaires, entre guillemets, oui, les non-binaires, entre guillemets, sont pour beaucoup des personnes jeunes, assignées au sexe féminin à la naissance, hautement diplômées. La forte représentation des FTM dans ce groupe est liée à différents facteurs. D'abord, l'enjeu de l'insertion sociale est moindre pour eux, étant donné que, grâce à un soutien parental plus fréquent que pour les jeunes MTF, ils sont moins marginalisés. D'autre part, les hommes trans sont historiquement peu reconnus par l'institution médicale et leur visibilité sociale tient à l'émergence de mobilisations collectives trans dans les années 90, ce qui peut contribuer à leur fort engagement. Par ailleurs, les FTM connaissent une expérience de mobilité de sexe ascendante. Comme les transfuges de classe en ascension, ils expérimentent une tension liée à la promotion sociale qui peut les conduire à entreprendre et subvertir les normes de leur sexe dérivé. Ce que nous avons détaillé dans le chapitre 3. On trouve beaucoup de personnes assignées au sexe féminin à la naissance dans les groupes non-binaires. On y trouve aussi des personnes très éduquées. 36,8% d'entre elles sont titulaires d'un bac plus 5, contre seulement 14,6% des conformes et 16,6% des stratèges, sachant toutefois que les jeunes générations sont plus diplômées que les anciennes.
Ce constat renvoie au fait que ce sont avant tout des personnes appartenant aux classes moyennes et supérieures, qui détiennent un fort capital militant. Mais sur ce point, un autre paramètre entre également en jeu. Il y a vraisemblablement une forme de distinction de classe à se montrer non conforme. De nos jours, le fait d'afficher une certaine non-conformité de genre tend à rejoindre le féminisme, le gay-friendliness, au rang des signes de progressisme et de modernité. Ainsi, si les jeunes générations se montrent plus souples vis-à-vis des catégories de sexe établies, ce sont les personnes qui ont longuement été des femmes qui ont le plus intérêt à s'en défaire et les plus instruits qui aspirent à s'en distinguer. Il n'en demeure pas moins que, comme pour tout un chacun, les non-binaires portent en eux une certaine part de conformité. Voilà, fatigue. Alors pourquoi fatigue? Parce que, et en fait, tout ça, ça rejoint ce qu'il a déjà dit au passage avant. Et concrètement, ça consiste à dire qu'en gros, les personnes non-binaires, c'était comme ça qu'il le disait, sont avant tout des femmes jeunes et des femmes jeunes et diplômées. Donc en gros, sa vision des non-binaires, c'est déjà pas comprendre les non-binaires, parce que pour lui, c'est surtout des meufs. Donc en fait, c'est que t'as pas compris. Si déjà tu classes des personnes comme étant des meufs alors qu'on parle de non-binaires, c'est que t'as pas compris ce que c'est qu'être non-binaire. Donc déjà, PTDR. Voilà, mais bon, bref. Toujours est-il que du coup, sa vision des choses, c'est que en gros, c'est des militantes qui font suer parce que, vous comprenez, elles sont là pour remettre en question le genre, elles sont là pour subvertir, ce sont des meufs qui sont là pour gueuler, quoi. C'est sa vision des non-binaires, hein. Voilà, c'est comme ça que ça transparaît, et là, en fait, c'est exactement la même ligne, même si ça se veut un peu neutre, hein. En fait, ce qui est en train d'être dit, c'est que, concrètement, les personnes non-binaires, c'est surtout des meufs, et c'est surtout des meufs éduquées, et du coup, c'est surtout des meufs éduquées et militantes, et parce qu'en fait, elles font exprès de vouloir ne pas être conformes au genre, etc., etc. Comme si, en fait, le fait d'être non-binaire n'était pas en soi quelque chose, vous comprenez? On n'est pas non-binaire parce qu'on est non-binaire, on est non-binaire parce que cause politique, parce que militantisme, parce que envie d'être contre les normes, etc., etc. En fait, la vision de la non-binarité et de manière générale de tout ce qui n'est pas dans la binarité de genre, en fait, c'est vu comme étant un objectif qui n'est pas en soi un objectif. C'est vu comme un outil par rapport à d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Parce qu'en fait, c'est une vision qui consiste à dire que, concrètement, les non-binaires, en tant que tels, n'existent pas. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque de toute manière, ce qui est dit dans le bouquin depuis le début, c'est notamment que, de toute manière, les personnes trans n'existent que à cause du patriarcat. Et n'existent que à cause du patriarcat parce que ce sont des personnes qui veulent, justement, subvertir le genre, qui veulent subvertir la binarité de genre, etc. Donc en fait, c'est vu non pas comme une question d'identité, c'est vu comme une question de revendication. C'est vu non pas comme une question d'identité, c'est vu comme une question de comportement contestataire, de remise en question, etc. du système, mais non pas comme une fin en soi, non pas comme une question de qui je suis, de ce que je suis. Et déjà ça, voilà, c'est extrêmement problématique. Enfin vraiment, c'est extrêmement problématique. Oui, et puis alors conclure sur le fait que, en plus, vous comprenez, malgré tout ce que je dis, finalement les non-binaires, c'est quand même des gens qui sont très conformes. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Hein. Ah là là. Hein. C'est pas mal ça comme identification de genre. Je suis entre guillemets. Ouais, hein, c'est un certain niveau. Hein. C'est un certain niveau. Hein. J'ai tiqué aussi là-dessus, mais j'étais pas sûr d'avoir compris. Ah de toute façon, avec Emmanuel Bobatti, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu penses avoir mal compris, tu as effectivement mal compris parce que c'est pire que ce que tu croyais. Voilà. Des meufs qui veulent pas subir le patriarcat. Ah oui, ça renvoie au début du bouquin. Parce que c'est pas que j'avais oublié, c'est que mon cerveau a voulu me protéger de sa formation. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il écrit. C'est systématiquement pas bien. Mais bon. Allez. On est reparti. La conformité. Le droit à l'invisibilité. Est fréquemment réclamé par les trans. Le registre conforme consiste à se fondre dans l'ordre du genre. Les personnes qui y adhèrent le plus se disent hommes ou femmes, rarement trans, non-binaires, ou même femmes trans, ou hommes trans. Hélène, bibliothécaire de 38 ans, qui a connu une certaine stabilité conjugale avec une femme avant sa transition, aspire à une vie sociale normale, qu'elle associe à une appartenance pleine et entière à sa catégorie de sexe. Un autre truc aussi au passage que je me permets de poser, là, ce qu'il est en train de traduire comme étant une conformité, c'est le fait notamment d'être invisible. C'est le fait que notamment on te renvoie pas au fait que tu es une personne trans. Pas la conformité, ça. Ça, c'est une mesure de sécurité. Ça, c'est se protéger dans une société qui t'attaque constamment. C'est une société qui passe son temps à t'essentialiser pour ce que tu as entre les jambes, ou en tout cas ce avec quoi tu es né entre les jambes, et qui vient t'emmerder systématiquement là-dessus, qui vient t'agresser, qui vient te tuer,
qui vient te faire peser tout le poids d'une société, de ses institutions, etc. sur le dos systématiquement. Et en fait, on n'est pas sur de la conformité, on est simplement sur une mesure de sécurité. On a juste envie d'être en paix, on a juste envie qu'on nous foute la paix. Rien de plus, rien de moins. Mais la vision d'Emmanuel Bobatti, c'est non mais parce qu'en fait vous êtes conforme. Bon, c'est un peu problématique quoi. C'est une fois n'est pas coutume, c'est un tantinet problématique. Mais bon, hein, un peu plus, un peu moins. Ah là 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 là. Bref, je reprends la lecture. Un des aspects importants dans ma vie de transsexuel, c'est que je ne veux pas vivre transsexuel, boire transsexuel, dormir transsexuel. J'ai des amis transsexuels, mais j'ai envie de m'insérer dans une vie sociale normale. Ce serait le plus bel objectif. L'objectif d'une personne transsexuelle, c'est quand même d'appartenir à un sexe, l'autre sexe. Je serais pleinement une femme, réassignée avec des papiers. Je serais une femme, insérée dans la société. Bon, encore une fois, les témoignages, je partage pas forcément beaucoup ce qui est dit, à plus d'un niveau. Notamment quand ça essentialise à balle. C'est clairement pas ma cam. Donc, autant je ne vais pas juger Hélène, autant je dois vous avouer que je ne partage absolument pas du tout la vision du monde d'Hélène. Voilà. Spoiler, non. Voilà, vraiment... Ah. Anyway, je vais continuer. Dans le discours d'Hélène, la finalité de la transition est d'être insérée non pas en tant que trans, mais en tant que femme. Il s'agit d'obtenir des papiers, d'être réassigné par le biais de la chirurgie et du changement d'état civil, bref, de correspondre à ce qui est attendu de son sexe sur le plan corporel et au niveau légal. Et du coup, c'est le moment où c'est précisé de... Ce serait bien de préciser que là, c'est la finalité de la transition pour Hélène. Parce que c'est pas ce qui est dit. Hein. Là, par exemple, si je vous reprends la lecture que je viens de vous faire, dans le discours d'Hélène, la finalité de la transition est d'être inséré, blablabla, blablabla. C'est-à-dire que c'est pas vu comme étant spécifique à Hélène. Non, là, ce qui est pris, c'est... Vous avez vu, Hélène, elle dit ça. Donc, puisqu'elle dit ça, c'est donc ça la finalité d'une transition. Encore une fois, on vient prendre un cas spécifique pour en faire une généralité. Je ne trouve pas ça très très bien. Je ne trouve pas ça très très bien. Parce que moi, je connais plein de gens qui sont trans et qui n'ont pas du tout le même discours d'Hélène. Du coup, je fais quoi? Je prends leur discours et j'en fais une généralité, et puis je dis qu'Hélène, elle a entièrement et totalement tort, et puis c'est tout. Alors ceci dit, je pense pas beaucoup du bien des propos d'Hélène, donc bon voilà, mais néanmoins, je respecte le fait que chacun a sa vision de son parcours de transition, de ses objectifs, et en fait, c'est ok. C'est anti-scientifique, on va dire, pour rester poli. Ouais, bah... Nique, hein. Nique, hein. Bon, je reprends. Si, selon l'anthropologue Anne Boleyn, le désir de retour à l'invisibilité constitue l'ultime étape de toute transition, Alors, bonjour Soso. C'est sur ça que ça rage ici. Ouais. On est Emmanuel Bobatti, grosse merde. C'est pas bien. La finalité, la conformité de performer le genre dans lequel les personnes se sentent le mieux, encore une fois, c'est plus une défense. Bah oui, mais non, mais attends, mais comprendre que c'est une défense, waouh, ça demanderait de réfléchir, ça demanderait de faire un vrai travail, de récolte des données, et pas juste de se contenter d'appliquer son prisme de vision à tout ce qu'on entend. Pourquoi vous vous infligez ça? Putain, j'en sais rien. Parce que ça m'arrive de temps en temps de faire la vulgarisation sur un ouvrage nul à chier et que quand j'ai entamé un truc, je le finis. Voilà. Voilà, là il reste 30 pages. J'aurais fait une lecture commentée, vulgarisée du transmatérialisme. Et voilà. Et après j'irai faire ma vie ailleurs et plus jamais je referai une lecture d'Emmanuel Bobatti, plus jamais je referai une lecture de ce type-là. Parce que une fois oui, comme ça les gens ils ont les bails, les gens ils ont les outils. Après, par contre, flemme, j'ai autre chose à faire de ma vie. Il y a des gens ici qui n'ont jamais lu, jamais entendu parler du transmatérialisme avant cette lecture. Et le fait est que du coup, ça me semble pertinent quand même
de permettre à des gens de comprendre en fait pourquoi ça pose problème. Parce que encore une fois, il y a plein de gens, que ce soit des personnes trans ou pas d'ailleurs, qui vont pas voir les écueils qu'il y a dans le transmatérialisme, qui vont y coller et se dire bah oui vas-y ça me va, c'est valide, sans voir tous les problèmes. Mon travail normalement c'est justement de vous permettre de comprendre pourquoi ça pose problème. Pourquoi est-ce que cette vision, cette analyse de la société, elle est bancale? Pourquoi est-ce qu'elle produit finalement plus de mouvements conservateurs, plus de mouvements de violence qu'autre chose? Ça me semble ultra important. Oui, mais d'après Bobati, la transition est similaire à un changement de classe sociale. Oui, c'est ce qu'il nous dit, effectivement. Et vraiment, mangez votre gros cul. Enfin voilà, allez vous faire foutre. Enfin vraiment, mangez vos grands morts. Hein. C'est pas possible. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. C'est pas bien. Hein. C'est vraiment pas bien, Emmanuel Bobati et toute cette vision-là du monde. Hein. Ça me fait penser à moi qui fait Beyond Two Souls jusqu'au bout, alors que c'est mauvais de A à Z. Et puis, alors oui, je dois souscrire quand même à ce que dit Mash. Il n'y a pas la catégorie Twitch abandonnée. C'est vrai. Je ne peux pas ne pas finir quelque chose que j'ai entamé. Je l'ai entamé, je veux le finir. Mais alors, c'est pas bien. C'est pas bien, hein. Perso, ça me va pas du tout. Mais j'avais déjà des problèmes avec le matérialisme. Bah, le matérialisme pose problème. Et en fait, ce qui pose problème dans le transmatérialisme, bah, c'est parce que c'est du matérialisme. Enfin, voilà, basiquement, hein, c'est... L'écueil du truc, c'est parce que, basiquement, c'est du matérialisme. Et qu'en fait, si tu restes uniquement sur du matérialisme, la seule chose que tu fais, c'est que tu appliques une réponse monocausale à des choses qui sont plurielles. Du coup, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut juste pas fonctionner. Tu regardes à un endroit une étiquette alors que tu es en plein milieu d'une forêt. Ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est les articulations avec les questions trans qui m'instruisent. Oui, voilà. Ah bah là, pour le coup, c'est le transmatérialisme, donc c'est spécifique aux questions trans, mais clairement, le matérialisme est nul à chier, et là, bah, ça apporte un éclairage sur le matérialisme appliqué aux questions trans, très clairement. Bref, anyway, je reprends sur la phrase de l'enfer. Si, selon l'anthropologue Anne Boleyn, le désir de retour à l'invisibilité constitue l'ultime étape de toute transition, ce sont les moins diplômés qui semblent y aspirer le plus. Le capital scolaire plus faible des enquêtés de cette classe, de même que leur génération, plus ancienne que dans les deux autres classes, semble par ailleurs favoriser une relation asymétrique avec les institutions dont l'autorité est peu questionnée. Ça commence pas bien. Hein. Dans la logique conforme, les ressorts médicaux et juridiques du changement de sexe sont étudiés et bravés dans le respect des règles établies. Rendez-vous chez les médecins, démarches administratives, audience au tribunal, tout est pris en main avec rigueur et précision comme s'il s'agissait d'un dossier de travail, ainsi que le formule Nathalie à propos de son rendez-vous chez l'endocrinologue. C'est arrivé avec mon dossier. Le même dossier quasiment que j'ai fait pour le tribunal d'instance. Un dossier avec des sous-chemises, intégration familiale, intégration professionnelle, intégration sociale, etc. Dans chaque truc, des témoignages, des lettres, des preuves, plein de preuves comme quoi je vivais comme ça et que j'étais reconnu comme ça. Des lettres de mes parents, ma chérie, ma grande, des factures au nom de Madame Nathalie X. J'étais la représentante de moi-même. Poum pim, pam poum. Fatigue. Fatigue parce qu'en fait, encore une fois, il prend le fait qu'on vit dans une société qui ne nous laisse pas le choix sur des parcours de transition pour dire eh ben vous avez vu comme ça fonctionne comme ça, c'est donc que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et oui, c'est parce que c'est naturel que ça fonctionne comme ça. Mais en fait, non frère. On vit dans des sociétés oppressives qui ne nous laissent pas le choix. Donc en fait, c'est pas l'état naturel qui a construit ça. C'est qu'on doit s'y conformer parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas faire autrement. Espèce de grosse tanche. Mais bon, encore une fois, ça demanderait de faire un vrai travail scientifique. Donc apparemment, c'est quelque chose qui est compliqué. Compliqué. Ça m'aide aussi à mieux comprendre ce qui me dérange dans le matérialisme avec un cas concret, on va dire. Ou un caca concret. Ah ouais, là, on est sur du caca. Hein. C'est pas bien. Hein. Bien. Hein. C'est pas bien. Bon, je continue. Enseignante, ayant changé de sexe à 40 ans, Nathalie mobilise des normes presque scolaires. L'onomatopée qui conclut cet extrait symbolise bien l'efficacité avec laquelle elle plaide son cas auprès du médecin. Elle en fait la promotion comme si elle était une représentante syndicale, une fonction. Elle occupe, par ailleurs, dans le cadre de son activité professionnelle. Pour son changement d'état civil au tribunal, cette MTF adopte une attitude similaire.
Je suis arrivé et là, je me suis vendu. Je faisais 23 kilos de moins, j'avais mis une robe moulante, une longue robe d'hiver, mais en jersey un peu, bleu roi et moulante. C'était fine, mais avec une poitrine naturelle, pour montrer un corps très féminin tout en étant classique, correct, propre et tout. J'ai vendu, j'ai expliqué, j'ai fait mon grand truc. Donc littéralement, hein, le témoignage de Nathalie, elle explique bien que elle se vend, elle essaye de faire en sorte que les institutions la respectent, en fait. Elle fait ce que l'institution attend pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et le discours de Jean Billy, c'est vous voyez, vous avez besoin de vous conformer, d'être invisibilisé. Ah, quel dommage de passer aussi à côté de ce qui pourtant est relativement clair dans le témoignage. Triste, triste, triste. Genre, ça demanderait vraiment pas grand-chose, hein, juste de la rigueur scientifique. En fait. Dommage. C'est aussi éclaté que de dire que le patriarcat, c'est l'état naturel des choses. Bah, de toute façon, vu que le présupposé de base dans le bouquin, c'est de nous dire que les personnes trans n'existent que grâce au patriarcat, ou à cause du patriarcat, vous le tournez comme vous le voulez, déjà, ça sous-entend que dans sa vision du monde, au naturel, le patriarcat n'est pas forcément un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, partant de là... Voilà. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Et pourtant, malheureusement, il se fait. Oui, même pas, hein, juste écouter ce qui est dit. Hein. Bah oui, juste écoute ce qui est dit et tu te dirais, mais en fait, c'est pas ce que moi je veux voir, c'est juste ce que la madame elle dit. Ah oui. Mais non, c'est compliqué. Mais bon, bref. Anyway, et bonjour SGT. Salut les gens, courage. Merci. Courage à toi aussi si tu viens te caler avec nous pour écouter la suite de cette catastrophe. Dans cette logique, les stéréotypes de genre sont volontairement endossés. Une telle perspective rappelle l'attitude de dépendance normative que décrit la sociologue Nikki Lefebvre à propos des femmes qui, pour s'en sortir en milieu professionnel masculin, mobilisent une rhétorique de la différence des sexes qui est par ailleurs à l'origine du plafond de verre. Donc là, tu es en train de me citer quelqu'un pour dire que du coup le plafond de verre en fait c'est la faute des femmes. C'est ce que j'ai compris ou c'est vraiment ce qui est dit? Attendez, je vais vous refaire la phrase, vous allez me dire ce que vous en comprenez. Dans cette logique, les stéréotypes de genre sont volontairement endossés. Dans la perspective, rappelle l'attitude de dépendance normative que décrit la sociologue Nikki Lefebvre à propos des femmes qui, pour s'en sortir en milieu professionnel masculin, mobilisent une rhétorique de la différence des sexes qui irait par ailleurs à l'origine du plafond de verre. Est-ce que là, le truc qui est dit, c'est que, en gros, la rhétorique de la différence des sexes, c'est ce qui est à l'origine du plafond de verre, ou est-ce que ce qui est dit, c'est que ce qui est à l'origine du plafond de verre, c'est le fait que des femmes rentrent dans cette rhétorique? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est la seconde. Et pour moi, c'est un peu beaucoup un problème. C'est un peu beaucoup un problème si c'est le cas. Donc la référence, c'est Nikki Lefebvre, la féminisation des anciens bastions masculins, enjeux sociaux et approches sociologiques. Il n'y a pas de virgule. C'est le problème. Anyway, c'est la faute des femmes. Bah, c'est un peu comme ça que je le lis. Notamment parce qu'il n'y a pas de virgule. Enfin, je dirais pas que c'est écrit avec les pieds. Parce que, en vrai, il y a une virgule. Volontairement endossé, virgule. Ça va jusque à propos des femmes qui, virgule, pour s'en sortir en milieu professionnel masculin, virgule, mobilise une rhétorique de la différence des sexes qui est par ailleurs à l'origine du plafond de verre. Vous voyez, il y a 3 virgules qui se battent. Mais le problème, c'est que toute la fin de la phrase, qui vous nous dit qu'il mobilise une rhétorique de la différence des sexes qui est par ailleurs à l'origine du plafond de verre, là, en fait, il n'y a pas de virgule. Et du coup, la compréhension que j'en ai, en fait, pour moi, le sens que j'en comprends, c'est la faute des femmes. C'est la rhétorique qui est à l'origine? Tu le comprends comme ça?
Parce que vu comment est fait la phrase, moi j'en comprends. À propos des femmes qui mobilisent une rhétorique de la différence des sexes, qui est par ailleurs à l'origine du plafond de verre. Vous voyez, il aurait fallu qu'il y ait une virgule en fait pour que je comprenne que c'est la rhétorique qui en est à l'origine. Pour moi, c'est le fait que les femmes l'utilisent, que du coup ça produit le plafond de verre. Parce que justement, il manque une virgule. Après, encore une fois, c'est peut-être moi qui comprends mal, hein, et peut-être que je suis en train de boucler sur un truc beaucoup trop spécifique et que bon voilà. Mais en fait, vu tout le reste du bouquin, j'avoue que pour moi, il manque une virgule pour que je comprenne que ce soit la rhétorique qui. Donc je sais pas. Mais ça implique que les femmes utilisent cette rhétorique et maintiennent elles-mêmes le plafond de verre. Oui, ça par contre, oui. Ça c'est sûr que quel que soit le sens qu'il a voulu mettre à sa phrase, c'est quand même ce qui en découle et que c'est un problème, encore une fois de plus, hein, pour changer. Bref, je vais continuer. Dans le registre conforme, les personnes qui changent de sexe peuvent défendre un ordre du genre qui entraîne des difficultés sociales pour les trans. Néanmoins, elles le font en partie de manière stratégique afin d'anticiper le regard potentiellement normatif des experts médicaux et juridiques. La transition est ici réalisée avec un certain professionnalisme qui peut se confondre avec l'emploi réel de la personne. Les conformes ayant pour beaucoup un travail stable, c'est avant tout dans la sphère professionnelle que se joue pour eux et elles la réussite du passage d'un sexe à l'autre. En effet, le profil le plus représenté dans cette classe, les MTF ayant transitionné tard, a poursuivi une partie de sa carrière au masculin avant la transition. Les femmes trans aspirent vraisemblablement à ne pas perdre le bénéfice de leur intégration passée. Par ailleurs, leur situation en termes d'emploi leur impose souvent, de fait, un certain conformisme. Lorsqu'elle fait le récit de sa transformation au travail, Camille, ingénieure, ayant commencé sa transition à 30 ans, après avoir été mariée, avoir eu 2 enfants, évoque des compétences dont on ne sait trop s'il s'agit de son savoir-faire professionnel ou de son mode de gestion du coming out. Il y a la compétence, il y a l'humanité. Je pense qu'il y a aussi que j'ai fait les choses bien. Je n'ai pas imposé. J'ai imposé quand j'ai dit que je changeais de prénom, parce que j'ai commencé à avoir un changement physique et tout. Et puis je l'ai fait aussi pour le changement d'état civil, parce que pareil, je réfléchissais. Le RH m'avait demandé un mot de mon médecin, stipulant que c'était important que je vive au quotidien le changement de prénom. Dans ce témoignage, j'ai déjà envie de tuer le RH. Genre vraiment, le RH qui te dit « Oh, tu fais un parcours de transition très bien. Donne-moi un mot du médecin. » Genre, écouter la personne en face de toi, espèce de connard, espèce de grosse merde, c'est pas possible. Non, il te faut un message écrit par le médecin. Il faut que tu aies une lettre du médecin. Genre vraiment, tout ce côté très, très, très paternaliste. Genre vraiment en mode, tu n'es pas un individu en tant que tel. Oui, c'est illégal. Ah non, mais de toute façon, voilà, c'est... Bref. Mais là, on parle même pas sur la question de la légalité, juste en termes d'être humain, en fait. Quel sombre sac à merde il faut être pour regarder la personne en face de toi qui te dit, voilà, je transitionne, mon prénom c'est ça, merci de le respecter, et que ta réponse, oui, RH, oui, RH. Je sais. Mais bref, en tant qu'être humain, quoi, faut vraiment être une sombre merde, quoi. Genre vraiment, j'ai besoin d'un mot du médecin. Mais va te faire foutre. Si tu veux, moi, j'ai pas de mot de médecin, donc le RH, je vais l'appeler grosse merde. Vous voyez? Je vais l'appeler étron. Voilà, je propose, on renomme les RH tant qu'il n'y a pas un mot du médecin. Du RH, un mot du médecin pour le RH qui dit qu'on doit appeler le RH de telle ou telle manière, je propose qu'on renomme les RH grosse merde. Non, mais tant qu'à faire, il n'y a pas de mot de médecin, donc est-ce que c'est vraiment important pour lui? Est-ce que vraiment c'est important pour le RH d'être nommé correctement? Je pense que grosse merde, c'est ok, hein. Je pense que ça va, hein. Putain. Bonjour, Outreality. J'ai pas le son, mais je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Bah du coup, tu nous entends pas, mais merci. Oh, putain. Ça me dégoûte déjà. Voilà, j'ai même pas fini le témoignage. Hein. Je me suis arrêté en plein milieu du témoignage, hein, je préviens. Bref. Faut que tu prouves que c'est pas juste pour le Mardi Gras, quoi. Ouais, c'est un peu le move, quoi. Donc, ouais. Sorry, je peux pas te genrer correctement si t'as pas un mauvais médecin. Mange tes grands morts, hein. Ah oui. Oui. L'exécutant de la tyrannie patronale, ça marche aussi. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi. Le RH, c'est Louis C.K. Je sais pas qui c'est, Louis C.K. Je connais pas Louis C.K. Sinon, bonjour, du coup, Céron. Je sais pas si je dis bonjour, mais bonjour, dans le doute. J'espère que tu vas aussi bien que possible. Gros câlin sur toi. Voilà. Gros câlin sur toi. Dans tous les cas, voilà. Puis de toute façon, gros câlin sur vous tous, là. Voilà.
prenez des câlins. Enfin, sauf si vous en voulez pas. Alors du coup, à ce moment-là, ne prenez pas de câlins parce que vous n'avez pas envie de câlins. Mais on se comprend. Je reprends sur le témoignage. Le RH m'avait demandé un mot de mon médecin, stipulant que c'était important que je vive au quotidien le changement de prénom. En fait, ils ont fait ça pour se couvrir. C'est normal, non? Mais il faut aussi comprendre que les gens ont besoin de garanties. Vraiment, c'est ça, on a besoin de garanties. On prend l'appartement en location, on nous demande des garants. Les propriétaires demandent des garants. C'est stupide, mais c'est comme ça. Faut le voir comme ça. Alors ça, vraiment, non. Alors non dans le sens, non pas encore une fois que je vais juger Camille. Camille, elle peut bien dire ce qu'elle veut par rapport à son parcours de transition. Elle croit ce qu'elle croit, elle le voit comme elle le voit, elle se défend comme elle le défend. Mais par contre, d'un point de vue d'analyse, c'est pas du conformisme. Encore une fois, ce que Emmanuel Bobatti appelle se conformer au genre, c'est littéralement des moyens de protection. Bien sûr que tu vas essayer de te dire, bon, les gens avec qui je travaille et avec qui il faut un mot du médecin pour qu'ils acceptent de me genrer correctement et de m'utiliser le bon prénom, c'est normal que pour pouvoir continuer à transformer, à fonctionner avec ces gens-là, tu dois transformer la situation, en fait. Tu dois te dire, non pas dans ta tête, c'est juste tous des connards transphobes de merde, mais juste te dire, non, mais parce qu'ils ont besoin de garanties, etc. C'est normal, en fait, que tu vas réagir comme ça. Que Camille, elle réagisse comme ça, qu'elle le traduise comme ça, je le comprends. Vous imaginez, vous retrouvez dans une situation où vous faites une transition et vos collègues vous disent, ah non, mais s'il n'y a pas de mot de médecin, je continue à t'appeler Jean-Robert. Bah en fait, le seul constat que tu vas faire dans ta tête, c'est que c'est des transphobes et tu vas pas pouvoir beaucoup travailler avec eux. Et du coup, si tu as des relations plutôt amicales, plutôt sympatoches avec un certain nombre d'éleux, bah d'un coup, tu vas plus trop avoir envie d'avoir des relations amicales avec eux. Donc le moyen de protection qui se met en place, assez logiquement, c'est de se dire non, mais c'est parce que en fait, elles ont pas le choix. Elles ont la nécessité de ça parce que c'est bloqué structurellement, administrativement, etc. Voilà. Et comme ça, tu te rassures et ça fait que t'es pas obligé de vomir à la face de tous les connards qui sont autour de toi, en fait. Donc qu'elles réagissent comme ça, moi je comprends. Mais par contre, vraiment, faut qu'on comprenne d'un point de vue analyse générale, c'est pas ok. C'est absolument pas ok, c'est pas une question de garantie. Et d'ailleurs, au passage, utiliser comme du coup parallèle le fait que les appartements en location demandent des garants, etc., c'est tout aussi à chier. Parce qu'en fait, on est toujours dans notre système et dans des visions du monde qui sont oppressives, qui sont capitalistes, etc. Et c'est un problème, hein. Là actuellement que les logements soient pas accessibles alors qu'on sait qu'il y a tout un tas de logements libres et qu'il y a tout un tas de personnes qui sont dehors en train de crever de froid, c'est un problème, hein. Socialement, c'est un énorme problème. C'est une honte que ça fonctionne comme ça. C'est pas normal parce que c'est l'état naturel des choses. C'est normal parce que c'est une norme qui est imposée. Mais c'est une norme qui est imposée. Imposée, c'est le mot important dedans. Putain. Ah, je me vénère déjà dès le matin. Enfin, dès le matin, il est 14h30, mais vous avez compris l'idée. Bref. Sinon, dans ma culture, que je viens d'inventer, la baffe dans la gueule est un prénom possible. Je peux renommer le RH comme ça. Bonjour, grosse tarte. Tu vas bien aujourd'hui, grosse tarte? Ouais, hein. Ouais. Un bourgeois qui a la rhétorique. Ainsi va la vie, ça me surprend pas. Ouais, bah ouais, hein. Oui, on est d'accord, hein. Ouais. Un autre truc d'ailleurs au passage, c'est que vous voyez beaucoup des témoignages qu'on a, si ce n'est l'écrasante majorité des témoignages qu'on a, ce sont des témoignages plutôt bourgeois. Et en fait, ça aussi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que la vision des choses qui en découlent est forcément biaisée au fait que nous avons la vision de personnes qui sont bourgeoises. Camille, ingénieur, voilà. Tout à l'heure, on avait Nathalie, enseignante et représentante syndicale. On avait quoi d'autre? On a eu tout un tas de profils, fils de cadre, etc., etc. Enfin voilà, on n'a que des personnes qui concrètement sont des bourgeois ou presque. Et de coup, de fait, leur vision du monde qui va en découler et leur réaction va aussi en être indexée. Sauf que la logique qui en est faite, assez régulièrement dans l'ouvrage qu'on lit, c'est de nous dire oui mais en fait c'est parce que c'est la transition qui fait que ces personnes ont tel ou tel fonctionnement. Alors qu'en fait non, c'est très clairement beaucoup plus des fonctionnements qui découlent de leur cadre social bourgeois que du fait que ce sont des personnes qui font un parcours de transition, quoi. Genre vraiment... Voilà quoi, hein. Mais bon, bref, anyway, ce n'est qu'un des très nombreux anyway, on se remet à la lecture. Dans cette perspective, l'individu rend volontiers des comptes et s'accommode des règles et contraintes fixées par les autorités médicales ou l'employeur. Dans cette perspective, l'individu rend volontiers... Non, pas rend volontiers. Non, n'a pas le choix. N'a pas le choix. Le principe de ne pas avoir le choix, bah c'est marqué dans le texte, en fait. Ne pas avoir le choix, c'est pas volontiers. Oh, c'est ouf à quel point
il s'en bat les couilles de ce qui est dit. C'est vraiment genre, non mais j'ai décidé que c'était ça la réalité, et puis c'est ça la réalité, et puis ta gueule. Bon bah ok, très bien. Bonjour Eving Bell, j'espère que tu vas aussi bien que possible. On lit de la merde. Voilà, une lecture de livre nul, au contenu claqué au sol, ça faisait longtemps. N'est-ce pas? Voilà, il y a un acte volontaire, mais il est toujours soumis à un devoir de respectabilité. Bah oui. Et de contrainte même, en dehors du cadre de respectabilité, tu as très clairement aussi la question basique, à plusieurs moments ça a été soulevé, que c'est surtout une question de t'as pas le choix, une question de ton acte n'est pas volontaire, c'est que si tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de faire un parcours de transition. Point. Et en fait, bah t'es là en mode allez vous faire cuire le cul en fait. C'est pas volontaire, c'est pas genre je m'y soumets avec plaisir. Non, c'est j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon il n'y a pas de parcours qui se met en place. Quand on parle notamment du dossier juridique, etc., ou du dossier médical, clairement, les personnes, elles sont pas en mode « Ah, je m'y soumets avec plaisir ». Non, elles ont pas le choix. Sinon, la société, les administrations, tout le monde s'en bat les couilles et te continuera à t'appeler Jean-Michel. Et puis c'est tout. Donc en fait, il est là le problème. C'est genre vraiment... de coming out, il a été bien reçu par les RH. C'est après que ça s'est gâté. PowerPoint que j'avais préparé en stream ne sera jamais utilisé. Oui. Oui. En effet. C'est la joie du capitalisme. Hein. La joie du capitalisme. Jeter les gens comme ça pour des raisons complètement éclatées au sol parce que le grand patron a décidé. Écoutez, dans un autre registre, c'est comme Anémone l'autre jour qui, donc du coup, est la personne qui monte l'incroyable nouvelle machine qui va être vendue par leur boîte, etc. Pas d'amélioration, rien. Enfin, vraiment, à tous les niveaux, c'est juste du foutage de gueule. Et là, ils ont fait une réunion vendredi avec Anémone qui consiste à dire « Ah bah merci le service machin, merci le service machin, merci le service machin, etc. etc. » Genre vraiment, littéralement, hein. Tous les services ont été remerciés, sauf le service d'Anémone. Je rappelle que le service d'Anémone, ce sont les personnes qui littéralement fabriquent la machine. Vous savez, c'est ces personnes-là qui ont le matos et font en sorte que la machine, elle existe en fait. C'est-à-dire que c'est pas eux qui font le plan, c'est pas eux qui ont fait la recherche de pourquoi est-ce que le plan il est comme ça, c'est pas eux qui vendent le truc, c'est pas eux qui vont déplacer la machine à travers la boîte et chez le client, etc. On est d'accord ? Par contre, si ces personnes ne montent pas la machine n'existe pas. La machine reste un plan. La machine reste un tas de pièces détachées. Voilà. Ce service-là n'a pas été remercié. Du coup, Anémone était en mode bah, je m'en bats les couilles, de toute façon, j'ai pas d'amélioration de salaire, tout le monde se fout de ma gueule, etc. Ok. Donc, du coup, elle allait se caler dans un coin, elle est bouffée tranquille. Vous avez la RH qui vient et qui lui dit ah, tu sais, on l'a pas dit, mais c'est toi aussi, hein. C'est grâce à toi et à ton service aussi, hein. J'espère que tu te sens remercié. C'est ça le niveau de foutage de gueule des patrons. Hein. Vraiment, les patrons se foutent de la gueule des gens, c'est constant. Hein. C'est très 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 fort. Hein. Bah, fallait le dire. Oui, puis il fallait peut-être accompagner ça aussi d'une augmentation de salaire, parce qu'en fait, son salaire est au minimum du minimum de ce qu'ils peuvent lui donner, et en fait, ils n'ont pas envie de donner plus, alors qu'il y en a plein d'autres qui, par contre, ont des bons salaires. Bah du coup là c'est qu'elle aille se faire foutre parce que c'est une meuf, c'est une RH, mais voilà, c'est ce niveau-là quoi. Mais pour être gentil, elle lui a ramené des bonbons en lui disant tiens, tu veux des bonbons? Et bah, Anémone lui a répondu mais j'aime pas les bonbons. Et du coup la RH apparemment elle était en mode ah, mais elle lui a laissé les bonbons du coup. Et t'es là en mode ok. Oui que toute cette merde aille se faire foutre, bah très clairement, hein, très clairement. Bah c'est comme là où il joue au choqué en mode mais tu vas avoir pour un emploi en Bretagne? Mais pourquoi tu veux pas rester avec nous? Tu te sens pas bien avec nous? Et t'es en mode bah c'est-à-dire que ça fait 1 an qu'elle vous tire la sonnette d'alarme, qu'il y a eu plusieurs réunions, plusieurs échanges visant à expliquer que bah non, il y a plein de trucs qui vont pas, que vous vous foutez de sa gueule à différents niveaux. En fait, genre je rappelle un des nombreux trucs sur lesquels ça a démarré il y a 1 an. Il y a 1 an, elle s'est rendue compte que le gars qui bossait avec elle, qui est arrivé 1 an après elle, était mieux payé qu'elle. Ils ont le même poste. Et là, du coup, elle s'est dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est simplement parce que ils lui ont donné plus à lui au moment où il a été recruté. Voilà, donc du coup, il a plus. Point.
Donc à partir de là, elle est allée les voir pour dire bah en fait c'est pas ok parce qu'on fait exactement le même taf, on est dans la même équipe et en fait on devrait avoir le même salaire de base à minima. Et surtout là, alors que moi je suis plus ancienne et que je taffe depuis plus longtemps avec vous, etc., que je connais, que je suis formé aux machines alors que lui il est encore en train de découvrir des trucs, il est payé plus que moi, c'est pas ok en fait. Et là le patron lui a dit ah c'est vrai, on va aligner ton salaire sur le sien. Bon, déjà je trouve que c'est du foutage de gueule parce que juste se contenter d'aligner son salaire sur celui du mec qui n'est pas encore totalement formé, etc., c'est déjà un problème. Hein. C'est déjà un problème. Mais bon, voilà. Admettons. Mais ça n'a jamais été fait. Cette augmentation de salaire n'a jamais été faite. Voilà, sachez que ça n'a jamais été le cas. Et ce mec, entre-temps, du coup, s'est tiré, parce que les conditions de travail étaient du foutage de gueule. Du coup, il s'est tiré. Voilà, il s'est barré. Et du coup, bah, ça a été aussi une des justifications à pourquoi est-ce qu'on l'augmente pas. Bah oui, mais on va pas t'augmenter par rapport au salaire de quelqu'un qui n'est pas là, puisque bah il est plus là. Donc voilà, c'est bon. Là, ils se sont rendus compte également, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait beaucoup de tâches qui n'étaient pas du tout sur le bon cadre, donc du coup, elle a demandé à retravailler toute la fiche de poste, etc., pour coller à ce qu'elle fait, ou alors à se conformer à la fiche de poste qu'elle a actuellement, et donc faire beaucoup, beaucoup moins. Et évidemment, c'est ne pas ce que veulent sa boîte. Donc ils lui ont dit, oui, c'est bon, on va retravailler tout ça. Et la discussion, c'est, en fait, on va te faire passer cadre, parce qu'on se rend compte que tu fais de l'encadrement à un certain niveau, etc., que tu fais plein de trucs que en fait une technicienne ne fait pas et que toi tu fais. Donc on va te faire passer échelon supérieur, machin truc et tout, sans augmentation de salaire, rien. C'est-à-dire qu'en fait ils veulent la faire passer cadre avec tous les avantages et surtout désavantages d'être cadre, mais au salaire d'une technicienne de base. C'est ironique, hein. C'est ironique, hein. Et après là vraiment ils sont en mood, tiens on vient de faire une réunion, on remercie tous les services sauf le tien et sauf toi spécifiquement, alors que c'est toi spécifiquement qui a monté la machine. Et on vient rajouter la petite dose de au repas le midi. Ah, j'espère que tu te sens quand même remercié parce que c'est grâce à toi aussi, même si on l'a pas dit, hein, c'est grâce à toi. Hein. J'espère que tu te sens remercié. Hein. Ah. Bah écoutez, allez vous faire que le cul. Hein. Vraiment. Hein. Bref, je rattrape. Moi, bonjour, je serai absente et j'aurai besoin d'aide. Le boss, ok. Un peu plus tard, le boss, t'es trop absente, t'es viré. Ouais. Ouais. Qui aille se faire foutre, hein, donc clairement. Hein. Clairement. J'ai sollicité des séances, des groupes de travail, des échanges sur le problème au taf. On s'est fait gaslight. J'ai annoncé toutes mes absences en demandant des renforts et on me vire. Mais c'est pas grave, virer la trans qui se plaint. J'imagine que je l'ai pas fait avec assez de volonté. Ou alors c'est mon passing. Je vais acheter du pain et des légumes, moi. Je vous prends dans ma poche. Bah, des gros câlins sur toi. Et franchement, qu'ils aillent tous se faire cuire le cul, c'est des connards. Le patronat, c'est vraiment du foutage de gueule. La direction, c'est toujours du foutage de gueule. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours, on va vous solliciter, on va vous pressuriser, on va prendre tout ce qu'on peut prendre de vous pour le moins possible à vous donner en échange. Et vraiment, après, on s'étonne qu'on détruit les gens. On s'étonne qu'on a une image aussi éclatée au sol de la qualité de ces gens. Bah, c'est pas surprenant, en fait. On a l'image que vous nous donnez, et l'image que vous nous donnez, c'est une image de petite merde. Enfin, vraiment, patronat, allez vous faire foutre, quoi. Hein. C'est cette manière d'être absolument inhumain systématiquement, là. Putain. Des quoi? GRQ? C'est quoi RQ? L'après-midi pour aller faire mes courses, ça compte. Je sais pas ce que c'est RQ. Ah, Rashkit. Ah. Bah, gros câlin sur toi, Céron. Dans tous les cas, même si ce n'est qu'à moitié vrai. Déjà, ne serait-ce que parce que ta boîte peut bien se faire cuire le cul. Voilà. Déjà, soutien pour ça. Et puis, si ça a été un peu compliqué avec un peu d'hypotension, et bah, câlin d'autant plus. Pour le coup. Je reprends sur la lecture. Sinon, quand même. Parce que j'aime bien râler sur le patronat. Il y a des choses à dire sur le patronat, mais néanmoins, reprenons la lecture. Donc, dans cette perspective, l'individu rend volontiers des comptes et s'accommode des règles et contraintes fixées par les autorités médicales ou l'employeur. Lol, non. Camille fournit à ce dernier des documents de ses garants, c'est-à-dire de ses médecins, comparant la transition au travail à un contrat immobilier de location. Je vois pas le problème, Emmanuel Bobati. C'est tellement problématique que tu ne vois pas le problème. Mais bref.
Ce modèle contractuel vise à faire en sorte qu'aucune des parties ne se trouve lésée. Loin d'une perspective révolutionnaire et sans être réformiste, il constitue une forme d'engagement qui ne remet pas en question les cadres sociaux, qui hiérarchisent les trans et les non-trans, les femmes, les hommes, les salariés, leurs supérieurs. Faire les choses bien consiste ici à standardiser la transition, ce qui implique d'intégrer le modèle de la différence des sexes. De cette manière, les conformes entendent généralement donner ce qu'ils ou elles estiment être une bonne image des trans. Non mais déjà, c'est vraiment à tellement de niveau ne pas comprendre. C'est juste ne pas comprendre de quoi tu parles. Emmanuel, Bobati, bordel. S'il te plaît, fais un effort. Genre vraiment, c'est se rendre compte que la société dans laquelle on évolue est une société qui est à tellement de niveaux oppressives, qui conditionne les comportements, et du coup partir du principe que ces comportements sont une adhésion, sont une validation, quand on n'a pas le choix, c'est un peu problématique. Le consentement, c'est pas une option en fait. C'est pas genre quelque chose qu'on peut décider de comprendre, pas comprendre, de respecter, pas respecter. C'est une valeur fondamentale. C'est vraiment ça, c'est important. C'est très important. Oh bordel. Allez, je vais focus. Je continue. Le fait de m'accorder un entretien constitue pour certains une stratégie militante visant à tester de leur normalité. Un phénomène qui révèle certaines intrications entre les différents registres d'action en matière de genre. Quand l'entretien est effectué au domicile de la personne, les plus aisés insistent pour me faire visiter leur logement, tandis que d'autres veulent absolument me présenter leurs enfants. En participant, Camille entend avant tout me signifier sa bonne position sociale. Genre la coercition par la société, tout ça, c'est dommage pour un sociologue de penser à ça. N'est-ce pas? Continue. J'ai une situation stable. C'est à ça aussi que je voulais montrer. C'est pour ça que je voulais intervenir dans cette enquête, pour montrer que ça existe. Il y a des gens qui sont architectes, il y a des gens dans tous les corps de métier qui sont extrêmement stables, bien intégrés. C'est ça qui m'intéressait. C'est ça que je veux vendre. Parce que je me rends compte que ce n'est pas l'image que les gens ont. J'aimerais qu'on puisse fournir cette image de vrais gens, pas des gens à la télé. À la télé, c'est pas des vrais gens. La télé, c'est une boîte à images, c'est de la comédie. C'est souvent plus des gens extravagants qui se montrent. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vendre. Je voulais dire qu'on n'est pas obligé de finir au Bois de Boulogne. On peut finir à côté, travailler dans des grands trucs et tout. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Il y a d'autres choses qui existent que la prostitution, la cage aux folles, même si aujourd'hui cette image est moins ancrée dans les têtes. Mais elle existe quand même chez beaucoup de gens. Voilà, on peut avoir une vie normale. C'est vrai que la normalité, même si c'est gênant comme mot, c'est ce qu'on recherche quand même. Tout être humain cherche à être intégré socialement. Possible. Alors, ça typiquement, c'est le moment où en tant que sociologue, le point pertinent que tu as avancé, c'est que c'est pas une question d'identité trans en fait, c'est peut-être une question de niveau social, et que Camille, elle est en fait ingénieure, elle te parle de gens qui sont architectes. Disons que c'est assez parlant, sa vision de la chose. Quand tu viens racoler le fait que, par elle, par exemple, la télé, c'est pas des vrais gens, c'est de la comédie, etc. Il y a aussi le côté classiste par rapport à la télé qui apparaît, ce qui est potentiellement quelque chose à prendre en compte. C'est pas très étonnant venant de quelqu'un d'une catégorie sociale aisée, d'une catégorie sociale bourgeoise. En fait, c'est absolument pas étonnant, parce que ce sont des valeurs largement partagées dans la bourgeoisie. Le classisme, etc. La conformité, la binarité de genre, etc. Ce sont des éléments qu'on sait être présents, en fait. D'autant plus présents dans ces catégories sociales parce que justement c'est au bénéfice de ces catégories sociales. Mais ça demanderait d'avoir un bagage en sociologie. Oh attendez, c'est vrai, Emmanuel Bobati est censé être sociologue. Ah, dommage. Ah, quel échec. Pareil, estimé encore une fois dans le témoignage là, par exemple de Camille, que en fait ce sont pas des vrais gens. Les gens qui vont, par exemple, travailler au Bois de Boulogne, qui vont être prostitués, etc. En fait, pareil, ça, c'est juste une vision qui est extrêmement biaisée et bourgeoise, en fait. Un cadre extrêmement avantagé et avantageux. Estimer que les gens qui sont pas comme toi sont pas normaux, plus qu'en dire long sur les personnes concernées, ça en dit long sur toi, sur ta vision du monde, sur ton cadre social.
Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ça demanderait encore une fois d'avoir du recul. Ah, so sad. Dans l'état naturel des choses, hein, c'est que les mecs prennent sans demander. Bah ouais, n'est-ce pas? Quel enfer. Non mais vraiment, quel enfer. Hein. C'est chaud. La diffusion de la normativité. Mais bon, on est militant ici. C'est pas de la vraie sociologie. Bah non, c'est pas de la vraie sociologie, bien sûr. Je reprends. Les gens de la télé, les gens extravagants, celles et ceux qui déborderaient un peu trop des normes de leur sexe, les prostituées, Camille déplore l'image renvoyée par les personnes trans qu'elle juge peu respectable. Ces figures poussoirs, qui rappellent chez les homosexuels masculins le stigmate de la folle, à laquelle elle fait allusion dans cet extrait, sont très présents dans les médias et l'imaginaire commun. Elles sont souvent associées à une féminité jugée trop caricaturale, ordinaire, ainsi qu'aux métiers de la mode, du spectacle, des mondes professionnels qui font partie de l'histoire des trans dans les pays occidentaux du Nord. Aux yeux de beaucoup de personnes concernées, de telles figures ne seraient pas représentatives de cette population et véhiculeraient une mauvaise publicité. La bonne image de trans se résumant ici alors à l'absence d'image. Si Camille s'inscrit dans une telle logique de conformité, c'est qu'elle en fait une stratégie de distinction, mais aussi une stratégie de reconnaissance. L'enquête sociologique représente ici une ressource parmi d'autres pour parvenir à être reconnue au sein de l'ordre établi. En cela, savoir se montrer conforme peut s'avérer une tactique. Bon bah écoutez, la fin... Ça, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que Bobati s'est dit « Attends, quand même, j'ai des outils de sociologue, on va peut-être un peu les utiliser. » Un peu. Pas trop non plus. Un peu. Bravo. Voilà. C'est un bon début. Par contre, c'est qu'un début. Va falloir aller plus loin. Genre, ok, t'arrives à dire que, voilà, apparemment, il y a quand même une image et qu'elle n'est pas forcément vraie. Parce que c'est un peu le sous-entendu. C'est un début. C'est juste un début. Quand je dis que je suis foulette barrage, 1 heure de Bobati, me voilà prête à me lever. C'est beau. C'est beau. Je recommence. La stratégie. Dans la logique stratégique, les individus contournent ou instrumentalisent les protocoles et leurs normes pour parvenir à s'en sortir. Faisant jouer la concurrence médicale et juridique, ils arrivent à échapper à certaines prescriptions institutionnelles. Les personnes qui ont les moyens préfèrent la voie libérale, les opérations à l'étranger, plus rapides, moins contraignantes que le circuit public. 71,4% des stratèges qui se font opérer des organes génitaux le font dans le privé ou à l'étranger, contre 52,2% des conformes. Du coup, c'est peut-être le moment où, plus qu'une question d'identité de genre, c'est une question du coup de... Ah oui, ça y est, de cadre social bourgeois. Parce que moi, c'est ça que je vois. Quand tu me dis qu'en fait... les stratèges, il y en a 71% du coup qui se font opérer dans le privé ou à l'étranger, ça sous-entend que tu as les moyens de le faire. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ça demande des thunes. C'est le principe en fait du monde privé et de l'étranger. Ça demande des thunes. Du coup, c'est qui a les thunes? C'est les prolos? Ah bah non, c'est les bourgeois. C'est vrai. Ah. Mais bon, ça demanderait encore une fois d'avoir une lecture un peu plus sociologique et tout. Ça demanderait de sortir les doigts du cul. Apparemment, c'est compliqué. Je continue. Des praticiens délivrant désormais des attestations et des soins hors protocole, les trans sont en mesure de construire leur parcours de soins dans leurs propres termes, souvent en dehors de l'hôpital. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi du coup. Pour parvenir à cerner le champ de l'offre disponible, les stratèges font appel aux associations trans, bien qu'ils n'y militent pas. Seulement 8% de ce groupe déclarent une activité militante. Ils sont 79,4% à avoir sollicité des associations et forums internet pour obtenir des informations médicales, 54,9% à leur avoir demandé des informations sur leurs droits. Le choix du psychiatre, de l'endocrinologue, du chirurgien ou encore du tribunal dans le cadre du changement d'état civil, j'allais dire du chargement d'état civil, ça ne veut pas dire grand-chose, du changement d'état civil, se fait sur la base des commentaires des pairs. Cette façon d'aborder le protocole permet de poursuivre un parcours de soins moins exigeant. Encore une fois, aussi, le parcours de transition, c'est pas forcément un parcours médical. C'est pas forcément un parcours qui va être avec une transformation médicale, avec une chirurgie de réassignation sexuelle. Pas forcément. L'ouvrage l'oublie systématiquement, parce que l'ouvrage centre systématiquement sur le fait qu'un parcours de transition, c'est un parcours médical. Non, pas forcément. Encore une fois. Mais bon. On n'est pas à ça près. Je continue.
Toutefois, quel que soit le cadre de leur prise en charge médicale, les trans bénéficient d'une marge de manœuvre dans leur interaction avec les représentants de l'institution. Face aux médecins, aux juges, ils jouent souvent un rôle de genre. Ils tiennent un discours calibré, travaillé grâce aux conseils d'autres trans, afin de correspondre au tableau clinique qui est censé les caractériser. Tout est affaire de mise en scène d'une certaine conformité. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de réaliser leur transition sur le marché privé, l'enjeu du paraître est d'autant plus important qu'ils n'ont pas d'alternative au protocole public. Et ça c'est le point qui est important en fait dans ce que tu dis depuis tout à l'heure. On parle pas de se conformer, on parle d'un manque d'alternative, du fait qu'il n'y a pas le choix. C'est ça le point qui est important. Bordel. Pour Julia, qui n'était pas à l'aise financièrement à l'époque, car elle était en rupture familiale et encore étudiante, ses visites à l'hôpital n'étaient autres qu'un jeu de dupes. On y allait avec une passe à linge sur le nez en se disant « faut qu'on sorte avec une ordonnance ». Et puis c'est tout. On était prêt à raconter n'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'on ressortait avec cette ordonnance. Et je crois que c'était un jeu de dupes, parce qu'ils savaient très bien, de toute façon. Donc voilà, ce petit jeu-là a duré pendant des années. Une espèce de condescendance qui était terrible, donc il fallait se faire petite souris. Alors, j'avais des diplômes. Ça, c'était très bien vu. J'étais intelligente, j'étais cultivée, c'était très bien vu. Je n'étais pas une affreuse chose peinturlurée. Donc ça, c'était très bien vu. Je portais des jupes sous le genou, avec des talons plats. Ça, c'était très bien vu. D'ailleurs, je me faisais tout un look pour y aller. Très BCBG. Pas comme d'habitude? Si, mais bon, je faisais très attention à tout ça. Pour que rien ne dépasse. Pour que je sois très politiquement correct. Je pense qu'ils avaient un pouvoir, oui. Ils avaient un pouvoir, c'est vrai. Moi, ce pouvoir, je pense, assez intelligemment à l'époque, je n'ai pas essayé de le combattre. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour arriver à mes fins, et une fois que je serai arrivé à mes fins, je n'aurai plus besoin de ces gens-là. Bye bye. Le discours est tellement particulièrement clair. Genre vraiment, la meuf, elle te le dit bien, bah tu joues avec les codes parce que t'as pas le choix. C'est pas une question de t'as envie de te conformer, c'est une question de t'as pas le choix, tu dois te conformer. Donc, tu fais ce qu'il faut dans ce cadre-là spécifiquement. En dehors, non. En fait, c'est dit notamment quand elle dit bah si, mais je faisais très attention, etc. Tu vois bien qu'il y a un focus sur le fait que là, dans ce contexte-là, spécifiquement, elle fait tout ce qu'il faut comme il faut. Mais le reste du temps, bah en fait, elle est elle. Là, elle est un personnage parce qu'elle n'a pas le choix. Là, elle est un personnage parce que c'est ce qui est attendu. Là, elle est un personnage parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pas elle. Et une fois qu'elle aura plus besoin de ça, une fois qu'elle aura plus besoin de ce pouvoir-là que eux détiennent, rien à foutre. Elle fera sa vie. C'est très clair, c'est très très bien dit. Mais la seule chose qu'entend Emmanuel Bobatti, c'est voyez, les gens se conforment. Dommage. Je reprends. Julia se contente de performer ce qui est bien vu par le corps médical. Son capital universitaire, elle est docteur en sciences du langage, son insertion sociale, une exigence du protocole et surtout sa féminité respectable. Dans une telle situation, le passing de genre semble en effet conditionné par un certain passing de classe. Bon chic, bon genre. La logique stratégique prend tout son sens à la fin du verbatim. À l'image de ce que dit Judith Butler, recommande aux trans dans Défaire le genre, il ne s'agit pas de combattre le système établi au risque de tout perdre, notamment le remboursement par l'assurance maladie, mais bien de l'utiliser. Le type de résistance aux standards qui sous-tendent les protocoles de changement de sexe fait écho aux analyses de Saba Mahmoud à propos des femmes pratiquant la religion musulmane, refusant de limiter les expériences de ces femmes à une analyse dichotomique en termes de soumission et d'opposition à des normes religieuses souvent jugées sexistes. Cet anthropologue avance qu'il existe en réalité une multitude de façons d'aborder les normes. Point n'est besoin d'être dans l'opposition pour entrer en résistance. Pour peu que l'on connaisse les rouages d'une institution, ces codes peuvent être défiés, y compris en se montrant conformes. Certains préfèrent toutefois aller à la confrontation. Alors j'allais dire, pour l'instant, là la fin du chapitre, ça va. Sauf que la fin du chapitre, c'est... Il y a des gens qui comprennent qu'en fait, on peut combattre de l'intérieur. Bon... Ça, je suis pas forcément très fan parce qu'en fait, ça pue le réformisme. Ça pue le. En fait, on va se conformer, TKT, tu feras ce que tu veux. Alors qu'en fait, non, la seule chose que tu fais, c'est que tu te conformes et que du coup, tu renforces le système en place. Mais bon, bref, anyway. Et la dernière phrase, c'est certains préfèrent toutefois aller à la confrontation. La partie suivante s'appelle la non-binarité. Voilà, donc je sens que là, on va aller sur. En fait, je comprends rien à la non-binarité. Allez, YOLO, je vais lâcher de la merde. Je le sens arriver gros comme une maison.
Là, je sens arriver que la non-binarité, on va avoir tout un passage absolument horrible où Emmanuel Bobatti va nous expliquer que la non-binarité, c'est du militantisme de confrontation, ça va être de subvertir le genre par l'affrontement, patati patata, toutes ces conneries de merde. Oh là 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 là. Quand j'ai voulu avoir accès aux hormones, j'ai dû voir une psy pendant 4 mois pour être sûr. Au début, j'y suis allé naïvement en me disant que si j'étais honnête, j'aurais pas de souci à me faire. Spoiler, non. Après 2 séances, je me contentais de donner les réponses qu'elle voulait. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et tu vois, Emmanuel Bobatti te dirait que... Hey, tu te conformes au genre. Flemme. Bref, petite fougère de YouTube. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette lecture. On se rapproche de la fin. Voilà. On se rapproche de la fin. Des bisous, à très bientôt. Ciao ciao ciao.